La dernière fois que je suis venue à Femmes Ingouvernables, j'ai présenté quelque chose plein de gifs et de vidéos. Cette fois-ci, ça va être très papier. Donc, j'ai laissé, heureusement que tu étais là pour prendre le relais. C'est le fun. Et je rentre dans complètement autre chose, parce que moi, au contraire, je vais vous parler de corps très formatés. Bon, alors, commençons par une évidence. On va rappeler d'entrée de jeu que l'imaginaire des corps ne se construit pas seulement à travers les univers fictionnels. Hein. Il se déploie autant, sinon davantage, dans le réel, à travers les multiples figures médiatiques et autres célébrités dont l'image est répétée et réinterprétée si souvent qu'elle en vient à faire figure. Quotidiennement, nous côtoyons ces corps de femmes, ces corps vedettes, dont, en tout cas, on aimerait nous faire croire, on connaît les moindres secrets. Les corps des stars féminines sont offertes pour nous, pauvres pécheresses, et nous aimons cela. Guy Debord a dit des stars qu'elles n'étaient que des interfaces sur lesquelles le système dominant venait se personnifier, qu'elles n'étaient que des choses, et là je le cite, des choses qui règnent et qui sont jeunes, qui se chassent et se remplacent elles-mêmes. Fin de la citation. Accessoires en vogue du moment, elles s'interchangeraient, se confondraient. Elles passeraient comme les modes, comme les saisons. Dans une telle optique, ces stars qu'on s'acharne tant bien que mal à élever au rang de modèle ou d'inspiration ne vaudraient donc pas grand-chose. En elles, toute forme de subjectivité aurait disparu. Elles se situeraient donc aux antipodes de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Gouvernées parmi les gouvernés, les stars seraient donc les petites soldates de la machine, les sujets les plus dociles du royaume spectaculaire d'Hollywood, et leur corps seraient ces munitions, de la chair à canon, drapés de paillettes et de soieries parce que the show must go on. En elle, il n'y aurait certainement aucune ingouvernance potentielle, véritable femme-objet qui ne serait que ce corps médiatisé à l'excès, ce corps formaté, maquillé, habillé de vêtements de rêve, photographié sous des lumières divines, un corps contrôlé, modifié, puis scruté, commenté à l'heure des réseaux sociaux. Bien sûr, vous et moi savons que ce n'est pas aussi simple que cela, parce que ça ne l'est jamais. Pour Judith Butler, ces corps sont à la fois des corps qui comptent, that matter, et des corps qui font matière, matter. Et ce qui importe. Matters, à propos d'un objet, c'est sa matière, matter. Devant ces corps de stars dont nous sommes bombardés, nous pourrions penser que si la matérialité compte autant, c'est bien parce qu'il n'est plus que le corps lui-même, ce n'est plus que le corps lui-même qui compte, mais bien tout ce qu'il représente, l'argent, le succès, la beauté et toutes les normes à atteindre. Mais, à la manière de Judith Butler qui dédouble le mot en anglais « matter », j'aurais envie de comprendre le verbe « compter », à la fois comme ces corps, oui, auxquels une valeur est attribuée, ou tout du moins des corps qui sont évalués, dénombrés, commercialisés, éventuellement capitalisés, mais aussi dans son acception la plus figurée, c'est-à-dire des corps qui, ou du moins dont l'existence importe ou voudrait importer, des corps qui demandent à être pris en considération. Des corps dont la matérialité n'est pas vaine, puisqu'elle deviendrait possible une forme de résistance. De cette matérialité naîtrait même la subjectivité peut-être que Debord leur refuse. Si nous pensions le corps et sa matière comme la niche de l'ingouvernance des stars, des corps qui ne servent plus comme munitions au canon projecteur d'Hollywood, mais des corps cheval de Troie qui n'attendent que le bon moment pour sortir de leur gonds et attaquer. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais, le temps de cette communication, explorer comment quelques-unes de ces stars actuelles s'amusent à déconstruire leur corps dans l'écriture. Car ces femmes, on le sait, se partagent plusieurs privilèges. Elles sont riches, célèbres, majoritairement blanches, ou en tout cas incarnent une certaine blancheur. Mais un autre élément en rassemble quelques-unes. Elles s'écrivent et se disent dans une industrie culturelle dominée par des hommes. Que ce soit dans les séries télévisées qu'elles écrivent, dans les scénarios qu'elles signent, dans les livres best-sellers qu'elles publient, ou dans les spectacles stand-up et autres sketchs humoristiques à la Saturday Night Live qu'elles créent, ces célébrités déploient leur énonciation dans des productions protéiformes oscillant entre l'autobiographie, le mémoire, l'essai et le journal intime. Je pense concrètement à des vedettes comme Tina Fey, Lena Dunham, Amy Schumer, Amy Poehler, Mindy Kaling, pour ne nommer qu'elles. Je me concentrerai aujourd'hui sur Lena Dunham et Amy Schumer parce que c'est celles qui font figure le plus rapidement, disons. La constance et l'acharnement de ces célébrités à dire « je » afin de s'articuler comme femmes dans cette économie culturelle est ma matière première. Peu importe le médium utilisé, lorsqu'elles écrivent « je », elles résistent aux imaginaires qui sont imposés au corps des femmes, particulièrement, elles résistent à leur propre instrumentalisation. Ruth Amosi, étudiant la mise en place d'un ethos de stars dans les autobiographies des stars hollywoodiennes, dont Mae West, etc., remarque d'ailleurs que ce que le statut de narrateur confère essentiellement à la star, c'est en fait une position. De produits mercantiles manufacturés par une industrie spécialisée, elle se transforme en sujet à part entière, en individu autonome. Plutôt qu'une image construite par les autres, elle est désormais une narratrice capable de donner sens et forme à son être. Ainsi, lorsque ces femmes disent « je », elles empêchent leur corps de devenir exclusivement public et le ramènent vers une frontière plus trouble entre l'intime et le public, une zone poreuse dans laquelle elles sont soudainement imparfaites, vulnérables, en quelque sorte humaines et ordinaires. Et donc, un corps qui peut se tromper, faillir et éventuellement sortir de ses gonds.
À la lecture de leurs écrits, à l'écoute de leur stand-up humoristique ou même dans la prise de parole qu'elles font tout le temps, sans arrêt, sur les réseaux sociaux, il devient impossible de ne pas remarquer l'omniprésence du corps. Il est partout. Ils découpent même l'organisation de leurs récits. Bien souvent, les chapitres vont s'organiser en fonction des diverses épreuves que le corps traverse. Il y a une omniprésence des thématiques du corps, donc surpoids, beauté, pilosité, sexualité, vieillesse, mais particulièrement d'un corps dit féminin, avortement, attouchement, harcèlement, maternité, menstruation, etc. Et elle présente ces corps tantôt vieillissants et marqués, par exemple comme chez Tina Fey ou Poehler, tantôt sexuels et grotesques comme chez Schumer, ou tantôt blessés et problématiques comme chez Dunham. Chez les unes comme chez les autres, le corps n'est pas un simple thème, il vient motiver l'écriture. Dans l'écriture de Dunham, par exemple, nous sommes devant un corps fuyant, en perte de contrôle. Un corps étranger qui gêne, qui paralyse, qu'il faut parfois traîner comme un boulet, une véritable cicatrice. C'est ce que pose clairement Dunham dès les premiers mots du livre. Dans une introduction fleuve au rythme quasi essoufflant, Not That Kind of Girl, je pense que le titre de son livre, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Donc, dans son introduction, c'est vraiment un rythme essoufflant qu'elle perd ensuite dans les autres chapitres. L'autrice de 28 ans ouvre son récit en disant « I'm 20 years old and I hate myself, my hair, my face, the curve of my stomach, the way my voice comes out wavering and my poems comes out maudling. » Par l'usage d'un présent narratif dont elle ne se servira ensuite plus pour le reste du récit, préférant l'usage classique de l'imparfait pour ses allers-retours mémoriels, Lena Dunham nous immerge ipso facto dans un rapport à son corps qui se fait tout sauf convenu ou glamour. Nous sommes devant un corps qui tombe et qui fait défaut, et parfois même qui trahit. Rapidement dans à peine les 50 premières pages, la narratrice témoigne d'un viol vécu lorsqu'elle étudiait à l'université. Comme pour montrer la difficulté du dire et l'odieux de la transgression vécue par son corps, il lui faudra par 2 fois, à plus de 30 pages d'écart, raconter l'événement. La première fois, elle nous en dit que très peu. En fait, on pourrait dire qu'elle ne nous en dit rien du tout parce qu'on n'a pas encore les clés de lecture pour comprendre qu'il s'agit d'un viol. Dans ce chapitre assez politisé, en fait, c'est le chapitre dans lequel elle explique son éveil au féminisme. Elle explique que cet éveil ne l'a pas empêché de s'empêtrer dans de trop nombreuses fréquentations avec des mauvais garçons, ceux qu'elle nomme des jerks. Elle y raconte donc quelques-unes de ces histoires de cœur peu édifiantes. Nous les avons vécues peut-être entre nous. Et peu importe, l'adolescence, on finit toujours par se trouver dans des situations comme ça. Donc c'est vraiment un espèce de coming of age chapitre. L'une d'entre elles, donc de ces histoires, longue d'à peine quelques lignes, je dirais 5 lignes, se termine ainsi. I told him he should probably go, chucking his hoodie and boots out of the door with him. The next morning, I sat in a shallow bath for half an hour like in one of those coming-of-age movies, and decided that the next time I was penetrated, it would be in a more respectful situation. De cette rencontre, donc, elle ne nous dit que peu de choses. Une soirée arrosée, un homme moustachu sans nom, une relation sexuelle décevante, voire même avortée. Le chapitre suivant, par contre, a un prénom d'homme, Barry, et la narratrice nous y fait d'entrée de jeu une curieuse confession. I am an unreliable narrator. Puis elle amorce le récit d'une autre histoire d'un soir où les ondes grises, ces fameuses blurred lines qui ont envahi les ondes radiophoniques nous rappelant que le corps des femmes est si facilement transgressable, les ondes grises, ça me nuise. Puis en cours de récit, elle s'arrête. Dans son récit complètement, il écrit ceci. When I was young, I read an article about a 10-year-old girl who was raped by a stranger on a dirt road. Now nearly 40, she recalled lying down in a gingham dress her mother had sewn for her and making sounds of pleasure to protect herself. It seemed terrifying and arousing and like a good escape plan. And I never forgot the story, but I didn't remember it until many days after Barry fucked me so hard that the next morning I had to sit in a hot bath to soothe myself. Then I remembered. Et alors, à l'image de la narratrice qui émerge de sa torpeur, qui se met à faire des liens évidents entre le récit de viol d'autrui et l'agression qu'elle vient de vivre, nous émergeons nous aussi. Voilà qu'une image récurrente apparaît. Ce bain, encore banal il y a à peine 30 pages, prend une importance capitale. J'ai déjà lu ceci, nous disons-nous. Comme la narratrice qui tente de décortiquer et de déconstruire l'événement, cerner le danger, nous nous arrêtons dans notre lecture, retournons en arrière, retrouvons le passage avec l'homme moustachu anonyme et tentons en vain de trouver les traces de ce qui nous aurait échappé, de comprendre à quel moment nous aurions dû venir voir le danger, nous aussi. C'est dans ce genre d'instant que Dunham se fait plus intime que jamais, qu'elle se place en narratrice non fiable, ne brise en rien cette intimité entre la narratrice et son lectorat. Au contraire, il me semble que par cela, elle échappe au piège de l'injonction d'authenticité. En se présentant à son lectorat comme imparfaite, faillible, elle nous rappelle qu'il ne faut pas confondre le dire vrai et les discours de la vérité, et que l'intime permet justement, pour le dire avec Michael Fussell, une protestation contre cette apologie spectaculaire des sentiments. Ici, le dire l'emporte sur le dit, et ce faisant, Dunham démontre l'attendu et le présupposé d'un texte comme le sien.
Chez Amy Schumer, bien que le procédé pour y arriver soit complètement différent, on assiste également à à cette forme de profanation de l'image de star par le corps. Mais chez Schumer, cette corporalité se transmet, bien sûr, vous le savez, dans l'humour. Dans ses stand-up, tout comme dans sa série Inside Amy Schumer ou son plus récent best-sellers, l'humoriste présente un corps très charnel. À la limite, elle joue souvent sur les limites du carnaval ou du grotesque. Se jouant de la persona que de toute manière les médias ont au fait de lui coller à la peau, elle ne se gêne pas pour décrire et exhiber ses chairs rebondies, ses imperfections, ses poses les moins fâteuses, ses aventures sexuelles. Dans une défiance rappelant celle d'une Mae West ou d'une Joan Rivers, elle affiche une assurance inébranlable en son corps et en ses capacités, et en souligne les imperfections et les bons coups, avant que ses détraqueurs n'aient même la chance de s'en saisir pour s'en servir contre elle. Or, pour comprendre la potentielle résistance dans un tel geste, il faut rappeler que de l'idée reçue selon lesquelles les femmes n'ont pas d'humour, en passant par la faible présence des femmes dans l'industrie, la scène humoristique nord-américaine se présente encore comme la chasse gardée d'un boys club très sélect. Pour se déprêter dans cette économie culturelle traditionnellement réductrice pour les femmes et dans laquelle le pouvoir d'achat revient encore majoritairement aux hommes, les humoristes féminines se tournent alors parfois vers l'autodérision. On en a parlé, n'est-il pas? J'en profite pour boire. Alors, comme tu l'as bien dit, un tel type d'humour peut offrir ses vertus parce que le repli stratégique permet parfois des victoires qu'on n'espérait plus. Mais un tel type d'humour est risqué puisqu'il ne met personne d'autre en danger que l'interlocutrice. Prenons par exemple, j'essaie de trouver un exemple, c'est le mieux que j'ai trouvé. Prenons par exemple donc une humoriste qui fasse un segment dans lequel elle raconte une aventure d'un soir durant laquelle son partenaire lui ferait des remarques, rendues comiques bien sûr, sur son sexe ou sur la difficulté à la satisfaire sexuellement. C'est très facile d'imaginer que cette blague ait lieu quelque part dans une salle d'humour du Québec ou nord-américaine. Donc, en situant sa blague dans le regard d'un partenaire masculin, peu importe le comique avec lequel le tout sera rendu, elle se range du côté du discours dominant selon lequel le sexe des femmes est honteux, en plus d'être complexe à satisfaire. Si l'on rit, c'est encore et toujours d'une femme, de l'humoriste d'abord, mais aussi de toutes les autres. À mon sens, l'humour, mais aussi toute prise de parole des femmes, offre un potentiel politique lorsqu'il refuse de se complaire dans la honte du corps des femmes. Il se fait politique lorsque ce corps, plutôt que d'être déprécié pour ce qu'il a d'imparfait ou même encensé pour ce qu'il a de sacré, devient sujet prenant du processus d'écriture. Mais ce refus n'est pas chose facile. Il ne suffit pas aux humoristes d'aborder des thématiques liées au corps pour enrayer des années de codes sexistes. Si le corps des femmes prend de plus en plus de place en humour, tant par la présence physique elle-même des humoristes sur la scène que par le contenu du matériel humoristique, il reste trop souvent confiné à un traitement poli, tronqué. J'ai déjà abordé ce point lors de la première mouture du colloque, mais revenons-y encore puisqu'il le faut et que ça s'applique extrêmement bien à Schumer. Donc, Lucie Joubert, dans son ouvrage « L'humour du sexe, le rire des filles », réfléchissant à la place restreinte laissée aux femmes en humour, souligne que certains sujets en humour se relèvent plus tabous que d'autres pour les femmes, surtout en ce qui a trait à ce qu'elle nomme le bas corporel. Et moi, je rajoute toujours le bas corporel qu'on dirait féminin, en tout cas dans la norme féminine. Parce que, pour le dire encore une fois, s'il n'est déjà pas considéré élégant pour une femme de faire une blague de flatulence à heure de grande écoute, il est carrément du domaine de la science-fiction, en tout cas je l'attends, qu'elle y fasse une blague de flatulence vaginale. Donc, dans son spectacle en tournée mondiale, Amy Schumer, dans un long segment d'une trentaine de minutes, là, je veux que vous imaginiez 30 minutes, et segment qui se retrouve adapté à l'écrit dans son livre, mais que j'ai trouvé 1000 fois plus efficace sur scène pour plein de raisons. Amy Schumer décrit de long en large l'odeur et l'aspect de sa vulve. Bon, 30 minutes. Le comique va jaillir de la surenchère de détails explicites, de la gestuelle grotesque de l'humoriste, bien sûr, mais aussi constamment, à travers ces 30 minutes, de son refus clair et net de considérer cela comme ultère. Elle va dire... et là, c'est un condensé. Ce que je vais vous lire, c'est entrecoupé de plein de blagues. Et je ne pourrais pas faire la voix d'Amy Schumer, donc ce ne sera pas drôle. Mais bon. It's bad. Parlant de l'odeur. It's bad, but you know what? It's fine. That's the nature of a pussy. We are so raised to be ashamed of our bodies. Have you ever had a guy come in your mouth and go, does it taste okay? No. Because, man, you weren't raised to hate yourself, to question every part of your bodies. Donc, dans ce segment où la vulve prend vraiment toute la place, nous ne sommes plus là pour faire son procès ou pour rire de ce qu'elle a de honteux ou même complexe, mais plutôt pour retrouver la légitimité de notre corps à travers celui de Schumer. Et alors, par l'humour, peut-être, contrecarrer la honte qui colle à la peau des femmes depuis des millénaires. Il n'est pas anodin qu'on tente de contenir la parole et le corps des femmes, qu'on répète jusqu'à satiété que ça ne passera pas dans la bouche d'une fille, ou que les femmes n'ont pas d'humour, ou encore que tel ou tel geste n'est pas saillant ou pas féminin. On les garde à dessein dans l'ignorance de leurs capacités, tout en les replongeant dans la certitude de leur défectuosité.
car la honte, comme l'humour et le pouvoir qui l'accompagnent, est une question de connaissance. Pour que la honte nous habite, il faut connaître sa faute, c'est-à-dire que la nature de notre tort nous soit montrée pour ce qu'elle est, mauvaise, ignoble, impardonnable, immémoriale. Dans le jardin d'Éden, ni Ève ni Adam ne ressentent de honte devant leur nudité. Ils ne savent pas. Ce n'est qu'après avoir goûté le fruit de l'arbre de la connaissance qu'ils s'embarrassent devant leur sexe dénudé. Pour les avoir entraînés vers la connaissance, Ève est punie, elle enfantera dans la douleur et désirera un mari qui la dominera. Pour vérifier la Genèse, j'ai été lire plein de versions de Bible. Et les phrases changent, mais cette phrase-là, elle reste telle quelle. Je trouve ça terrible. Voilà. Bref, je trouve ça affreux qu'elle est condamnée à aimer quelqu'un qui va la dominer. C'est écrit. En tout cas, elle paiera donc cher sa curiosité. Kathleen Rowe, réfléchissant au pouvoir inhérent de l'usage de l'humour par les femmes, dira « Female unruliness is a matter not only of anarchic energy, vitality, or playfulness, but also of power. Moreover, that power is not a source of fear or of sin, but a kind of comic redemption. » Alors, si nous réécrivions le mythe pour que la honte change de camp une fois pour toutes, le rire est un pouvoir, puisque comme la honte, pour le provoquer et pour le laisser jaillir, il est indispensable de savoir. Il faut être de connivence, comprendre ce dont il s'agit. Il est nécessaire de comprendre la blague pour pouvoir la répéter, l'améliorer, la détourner, la renvoyer au bon, pour pouvoir contre-attaquer. Celle qui rit est aux commandes, celle qui rit a le choix de ce qui est à venir. Et si Ève n'avait pas été bannie du jardin à cause de sa connaissance honteuse de sa nudité, si elle avait plutôt été bannie parce qu'elle avait compris, devant son sexe enfin exposé, et elle avait éclaté d'un rire si libérateur et si puissant que chaque chose et chaque être s'en était trouvé ébranlé. Je crois qu'on a voulu punir Ève parce qu'elle a osé rire de son Créateur et qu'elle a refusé d'être embarrassée par son propre sexe, par son propre corps. Depuis, ce sont toutes les œuvres à sa suite qu'on cherche à réduire au silence, à garder dans l'ignorance, pour éviter qu'elles sachent et que, fortes de cette connaissance, elles ébranlent les murs du jardin du statu quo avec leurs éclats de rire et leurs corps nus, glorieux et fiers. En découvrant son sexe, Ève a déployé sa gorge et retrouvé la voix, et les femmes ingouvernables sont sa descendance. Dans son étude sur les autobiographies des stars comme Mae West ou Marilyn Monroe, Ruth Amosi se demandait si ce type de texte ne tentait pas seulement de retrouver l'être humain dans la star ici réifiée, mais s'il n'entendait pas aussi les souder et les réintégrer harmonieusement l'une à l'autre. Et ce faisant, l'énonciation, donc le fait qu'elles écrivent au jeu, n'en travaillerait-elle pas moins à diffuser l'image glorieuse de la star hollywoodienne qui motive et oriente au départ la curiosité du grand public? Ce qui ferait que, loin de combattre Hollywood, cette énonciation ne fait en réalité que renforcer le star system. Et donc, Amosi concluait que ce genre d'écrit semble participer de ce qu'elle nomme d'un rite de confirmation, où les stéréotypes sont d'autant plus efficaces qu'ils passent par l'épreuve de leur dénonciation par la star. Or, lorsque des stars féminines nous racontent leur bas corporel dans toutes leurs imperfections, cicatrices, vergetures, handicaps, dans toutes leurs pertes de contrôle, pilosité, flatulence vaginale ou anale, dans toutes ces actions ordinaires, uriner, saigner, s'épiler, jouir, elles démontrent l'aspect sacré du corps féminin. Alors qu'il a toujours été permis aux hommes de faire rire par un usage contrôlé de fonctions corporelles incontrôlables, les femmes doivent se redonner le droit à une irrévérence, à une perte de contrôle du bas-ventre qui, en déjouant nous attendre quant au corps féminin et à ses représentations, le profane. Ici, je dialogue avec l'idée de profanation, telle que la développe le philosophe Agamben, Giorgio Agamben. Il en dit, je le cite, « Alors que consacrer désignait la sortie des choses de la sphère du droit humain, profaner signifiait au contraire leur restitution au libre usage des hommes. Il s'agit donc de ramener à l'usage commun ce qui avait été séparé par le rite dans la sphère du sacré. Or, pour que cette profanation advienne, il ne faut pas seulement abolir et effacer les séparations, mais apprendre à en faire un nouvel usage, à jouer avec elles, nous rappelle Agamben. Et lorsque des stars comme Schumer ou Dunham se jouent des conventions et se plaisent à mettre leur corps en jeu et même en joue, lorsqu'elles exposent leur nudité au grand jour, lorsqu'elles explorent leur sexualité avec nous et autrui, lorsqu'elles partagent la défaillance de leur corps, elles jouent. Elles libèrent alors la possibilité d'une forme particulière de négligence qui ignore la séparation, ou plutôt en fait un usage particulier. Et ce faisant, échappe un tant soit peu à ce rite de consécration que redoute Amosi. Dans leur écriture, ces femmes profanent leur corps-image et le rendent à nouveau corps-matière. Elles se désacralisent en trahissant leur corps soi-disant parfait que nous promet leur éthos de star. Parfait malgré leur imperfection, là, vous comprenez ce que je veux dire. On s'entend que Dunham n'a pas un corps parfait, mais ça reste quelqu'un qui est dans toute son aura de gloire. Le corps féminin y redevient trivial, sanglant, douloureux, grotesque, dénudé, envahi, dorloté, aimé, violé. Le corps redevient commun. Et en terminant, j'aimerais encore profaner une dernière fois un mythe, si vous le voulez bien. J'ai déjà pris mes libertés avec Ève et j'aimerais faire un petit détour par le mythe de la Méduse, parce qu'elle s'avère intimement liée à la figure de la femme ingouvernable qui nous rassemble ici aujourd'hui. Dans son essai explorant la figure de la Unruly Woman, Kathleen Rowe fait un rapprochement entre la Unruly Woman et la Méduse de Sixou.
Elle montre combien le pouvoir de l'une et de l'autre ne devient mortel, ou en tout cas hostile ou menaçant, que parce que celui ou celle se tenant en face d'elle refuse de la voir pour ce qu'elle est réellement. Mais pourtant, comme le dit si bien Cixous dans son essai, il suffit qu'on regarde la méduse en face pour la voir, et elle n'est pas mortelle, elle est belle et elle rit. De concert avec Rowe et Cixous, j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à relever le regard de la méduse, parce que comme le conclut Rowe, as long as women do not look at each other straight on, they can only see distorted reflection of themselves. Regardons-les, tournons nos visages vers ces bad feminists, vers ces femmes ingouvernables, ces exilées du jardin, ces nasty women, ces stars féministes pop. Elles sont en marche et dans leur sillage, peut-être un contingent de femmes riant elles aussi à gorge déployée. Et pour reprendre une dernière fois les mots de Cixous, il ne se cache pas ce rire, il dit l'amusement aux multiples nuances, foison d'ironie, d'hilarité, de colère, de moquerie. Il dit l'irruption, la sortie, l'excès. Et ces femmes ne mettent pas leurs mains devant leur bouche pour cacher leur éclat. Elles rient haut et fort et parlent parce qu'elles ont compris la blague. Elles savent, et la riposte, souhaitons-le, ne saurait se faire attendre. Merci.